Bonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo avant Noël et je voudrais faire une vidéo sur la tolérance et l'acceptation des autres. Ah, c'est bien ça! La tolérance, le respect, c'est des choses très importantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir que la discrimination et la xénophobie sont des choses tout à fait spontanées et naturelles. Oui, c'est beau de promouvoir des... De quoi? Attends, je sais que t'es souvent volontairement provocateur, mais là, tu peux quand même pas nous dire que la discrimination et la xénophobie, c'est bien. Attends, je dis pas que c'est bien, je dis que c'est naturel. Il y a plein de choses naturelles qui ne sont pas bien. Les tremblements de terre ou les épidémies, par exemple. Il est très important de bien comprendre que la recherche scientifique cherche à décrire et à expliquer des phénomènes qui nous entourent. Elle ne se préoccupe pas de bien ou de mal, elle ne se préoccupe pas de moralité. La moralité en sciences, ça concerne l'éthique des sciences, c'est un domaine extrêmement important, mais qui ne concerne pas directement la recherche scientifique. Si vous voulez une explication plus complète de ces concepts, je vous invite à aller voir la vidéo des races dans l'humanité de Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, je mets le lien en description, qui explique ça beaucoup mieux que moi. Attends, là tu bottes en touche, je cautionne pas pour autant ce que tu viens de dire juste avant. D'accord, est-ce que tu me laisses quelques minutes pour préciser le point de vue, pour bien expliquer? Ouais, mais t'as intérêt à être convaincant. Le premier concept que je voudrais expliquer, c'est celui de biais cognitif. Un biais cognitif ou un biais comportemental, c'est une orientation du comportement, c'est une orientation du traitement de l'information qui s'éloigne du hasard ou qui va à l'encontre d'un raisonnement purement rationnel. J'ai rien compris. Bon, imaginons que tu doives choisir entre un carré rouge et un carré bleu. Si tu choisis entre le carré rouge et le carré bleu de manière totalement aléatoire, tu vas choisir l'un ou l'autre carré dans 50% des cas. Si par contre on se met à choisir le carré rouge dans 70% des cas, dans ce cas il y a un biais de choix en faveur du carré rouge. Le comportement s'éloigne de la répartition aléatoire. Pour illustrer les biais cognitifs qui s'éloignent d'un raisonnement purement rationnel, on peut faire une petite expérience. Pour cette expérience, vous avez besoin d'un peu d'argent et d'un enfant. Cette phrase sonnait nettement mieux dans ma tête. Tu t'enfonces. Là, je t'assure que tu t'enfonces. L'expérience se passe comme suit. Vous allez proposer à un enfant de choisir entre un billet ou deux pièces. Rationnellement, quelle que soit la combinaison des pièces, elles ne peuvent jamais dépasser la valeur d'un billet. Le billet vaudra toujours plus d'argent. Pourtant, vous verrez que l'enfant va avoir tendance plutôt à choisir d'avoir les deux pièces parce qu'il y a deux objets qu'il reçoit et non pas un. Faites l'essai si vous voulez, mais je ne vous dis pas jusqu'à quel âge cette expérience fonctionne. Oui, enfin, très tendancieux ton exemple. En plus, là, tu nous parles d'un enfant, donc quelqu'un dont le système cognitif est immature. Ça marcherait sans doute pas avec un adulte. Non, c'est vrai, ça marche pas avec les adultes, mais on observe plein d'autres biais cognitifs. Un biais cognitif qui existe chez l'adulte et qui ressemble un petit peu à celui-là, c'est la tendance qu'ont les gens à dépenser plus facilement des pièces que des billets, pour des valeurs monétaires équivalentes. Ce biais cognitif est d'ailleurs utilisé par les institutions monétaires, et c'est pour cette raison, entre autres, qu'on a créé la pièce de 20 francs à l'époque afin de favoriser la consommation. Si vous vous intéressez au biais cognitif, je vous invite à aller consulter la chaîne Science Étonnante, je mets aussi le lien en description, qui a toute une série de vidéos qui s'appelle Crétin de cerveau, dans lesquelles l'auteur, dont je ne me souviens plus le nom, décrypte des biais cognitifs. Je voudrais maintenant prendre quelques minutes pour parler de l'auteur principal de l'étude dont je vais parler. Il s'appelait Henri Tajfel. Henri Tajfel est un juif polonais né en 1919 qui va partir faire des études de chimie en France, à la Sorbonne, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle il s'engage en tant que volontaire dans l'armée française. Capturé par l'armée allemande, il parvient à cacher sa judéité et il est emmené dans différents camps de prisonniers où il passera la majeure partie de la guerre. Une fois libéré, très marqué par son expérience concentrationnaire, il va s'orienter vers des études en psychologie sociale afin, entre autres, de comprendre quels étaient les mécanismes psychologiques qui ont pu
générer une telle haine, un antisémitisme aussi prononcé au cœur de l'Allemagne nazie? Il faut bien comprendre quel a été le contexte à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. L'horreur de la guerre, l'horreur du régime nazi, l'horreur de la Shoah ont été telles que de très très nombreux chercheurs en psychologie sociale ont cherché à comprendre quels étaient les mécanismes qui avaient permis l'émergence de ce système. Un des chercheurs les plus importants de ce mouvement, c'est bien entendu Milgram, devenu très célèbre par son expérience de 1965 sur la soumission à l'autorité. Cette expérience avait entre autres pour but de comprendre comment autant de personnes a priori saines d'esprit avaient pu contribuer de manière active à l'Holocauste. L'expérience de Milgram, je ne vais pas en parler aujourd'hui, on fera une vidéo dessus parce qu'elle est extrêmement importante dans le champ des sciences sociales. Henri Tajfel cherche lui à comprendre comment les mécanismes tels que l'antisémitisme ou la xénophobie ont pu se développer de manière aussi rapide et aussi puissante au sein des groupes sociaux. À l'époque, on se base principalement sur des théories individualistes, sur des explications de l'individu pour comprendre ce type de comportement. Parmi les théories principales de ce mouvement figure la théorie des personnalités autoritaires d'Adorno. En ce qui concerne la compréhension des relations intergroupes en termes de gestion de groupe, de gestion collective et non plus d'individus, la théorie qui était dominante à l'époque, c'est la théorie des conflits intergroupes qui avait été développée par Muzafer Sherif. Pour résumer de manière extrême la théorie de Sherif, les groupes peuvent avoir soit des relations de coopération, soit de compétition. Et ce qui va déterminer le type de relation entre les groupes, c'est la disponibilité, la rareté des ressources valorisées. Alors par ressources valorisées, on peut aussi bien imaginer des ressources matérielles comme des biens, comme de l'argent, comme de l'eau, de la nourriture, mais aussi des ressources immatérielles comme le pouvoir, le droit de vote ou de meilleures représentations sociales. Lorsque les ressources convoitées sont relativement abondantes, par exemple tout le monde a le droit de vote, il ne va pas y avoir de conflit entre les groupes, on aura plutôt des mécanismes de coopération. Si au contraire ces ressources sont très rares, le vote est limité à un certain type de catégorie, seules certaines catégories ont accès à de la nourriture en quantité abondante, à certains types de biens, etc. On observera des conflits entre les groupes sociaux. Voilà pour une synthèse extrêmement rapide des concepts qui étaient en vigueur à l'époque. Maintenant, on va introduire une nouvelle notion, une notion sur laquelle Tajfel a énormément travaillé, la notion de groupe minimal. Pour dire les choses très simplement, un groupe minimal, c'est un groupe qui n'existe pas. Comment ça, il n'existe pas, le groupe, il est minimal, il n'est pas absent. Il existe ton groupe. Oui, il existe mon groupe, mais le groupe minimal, c'est un groupe qui n'existe pas en dehors de la tête d'une personne. Voilà comment se constitue un groupe minimal. Salut, toi tu fais partie du groupe CLI. Ok. C'est quoi CLI? C'est un peintre, t'occupe. Donc toi tu fais partie du groupe CLI et il y a un autre groupe et il s'appelle le groupe Kandinsky. Ok. C'est quoi Kandinsky? Et puis ils sont où les groupes? Je suis tout seul là. Kandinsky c'est aussi un peintre. T'occupes pas où sont les autres, c'est pas ton problème. Et voilà, le groupe minimal est constitué. La personne est intégrée à un groupe de manière totalement arbitraire, elle n'aura aucune relation avec les membres de son groupe, elle est juste au courant qu'il y a un autre groupe qui existe avec qui elle n'aura aucune relation non plus. Ce groupe en fait il est purement cognitif, il n'existe dans les faits que dans la tête de notre sujet. En 1971, Tajfel et son équipe publient un article dans The European Journal of Social Psychology s'intitulant Social Categorization and Intergroup Behavior. Dans cette expérience, on a constitué des groupes minimaux de sujets, à savoir un groupe CLI et un groupe Kandinsky, qui vont devoir juger de la qualité de tableau de chacun de ces peintres. On présente à chaque sujet un tableau de CLI et un tableau de Kandinsky, auxquels ils doivent attribuer une note. Seulement, ils ne peuvent pas attribuer n'importe quelle note. Les notes des tableaux vont de pair, c'est-à-dire que quand on donne une note à un tableau, l'autre tableau reçoit automatiquement la note qui lui est associée. On va présenter comme ça plusieurs combinaisons de notes et le sujet choisit quelle note lui convient. Par exemple, on pourrait imaginer que ces tableaux reçoivent respectivement la note de 18
et de 8 ou de 8 et de 18. Ce qui veut dire que si le sujet choisit de donner la note 18 pour le tableau supérieur, il donnera automatiquement la note de 8 pour le tableau inférieur, ou inversement. En termes de réponse, il y a plusieurs stratégies possibles pour les sujets. La première stratégie pourrait être d'essayer d'obtenir une certaine équité, c'est la stratégie dite de l'honnêteté. On va équilibrer les notes entre le tableau du haut et le tableau du bas. Une autre stratégie serait plutôt d'essayer de maximiser les points donnés au tableau de notre groupe. Si je fais par exemple partie du groupe CLI, attribuer systématiquement de meilleures notes au tableau du groupe CLI. Cette stratégie va consister en fait à favoriser le fonctionnement de l'endogroupe, de son propre groupe. Une troisième stratégie possible serait au contraire d'essayer de minimiser les notes du groupe adverse. Par exemple, si je fais partie du groupe CLI, j'attribue systématiquement la plus mauvaise note possible au groupe Kandinsky. Enfin, une quatrième stratégie serait d'attribuer la meilleure note possible au tableau de l'autre groupe. Par exemple, si je fais partie du groupe CLI, attribuer les meilleures notes au tableau du groupe Kandinsky. On va mesurer ces différents types de réponses et on va également mesurer une dernière variable. La variable qu'on va mesurer, c'est la différence qu'on obtient entre les notes attribuées à son propre groupe et les notes attribuées au groupe d'en face. Cette variable s'appelle la distance intergroupe. Il faut bien comprendre que dans cette expérience, les sujets n'ont aucun intérêt objectif à choisir une stratégie plutôt qu'une autre. Les résultats de l'expérience ont mis en avant deux grandes tendances. La première, c'est que les sujets ont de manière quasi systématique tendance à favoriser l'endogroupe, c'est-à-dire qu'ils attribuent de manière très significative des notes supérieures au tableau du peintre dont leur groupe porte le nom. Le second effet, et il est très important, c'est que les sujets ont nettement tendance à maximiser la distance entre les notes attribuées à leur propre tableau et les notes attribuées au tableau de l'autre groupe. Et cet effet est tellement puissant qu'il incite même les sujets à attribuer à leur propre groupe des notes qui sont inférieures aux notes maximum qu'elles auraient pu obtenir. En d'autres termes, il existe des biais cognitifs qui nous incitent non seulement à valoriser un maximum notre propre groupe, ce qui ça peut se comprendre, mais surtout à maximiser la différence qu'il existe entre nous-mêmes et les autres. Et ce qui est complètement fou, c'est que cet effet soit présent alors que le groupe n'existe objectivement pas. C'est vraiment, il y a nous, il y a eux. Il n'y a aucune définition de ce que sont les groupes, les sujets n'ont aucun intérêt à maximiser cette différence, ils n'ont aucun intérêt à valoriser leur propre groupe, et pourtant ils le font. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. En fait, chaque réaction de xénophobie ou de discrimination résulte en fait d'un biais cognitif, d'un biais irrationnel généré par notre cerveau. Par contre, je suis désolé, là tu prends un exemple un petit peu trivial, très théorique, je suis pas sûr que ça se retrouve vraiment dans la vraie vie. C'est ça, t'as compris le principe. Après, peut-être qu'effectivement, ça se retrouve pas dans la vraie vie et que les réactions de xénophobie, de discrimination sont faites pour des raisons mais totalement objectives. C'est possible. Tu préfères les pains au chocolat ou les chocolatines, toi? Vas-y, redis chocolatine? Redis chocolatine? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Alors, les résultats de Tajfel ont été répliqués plusieurs fois et appliqués à des situations réelles. Par exemple, en 1998, pendant la Coupe du Monde, des hooligans anglais s'en sont pris à des supporters tunisiens, alors que des supporters écossais se sont particulièrement bien tenus. Et l'explication qui a été fournie, l'explication psychologique qui a été fournie, c'est que les Écossais tenaient absolument à différencier leur comportement de celui des Anglais et ont fait particulièrement attention à bien se tenir. Je voulais vraiment parler de ce sujet parce que quand on m'a présenté les expériences de Tajfel quand j'étais étudiant, j'avais été très impressionné par le fait que les groupes n'avaient même pas besoin d'exister objectivement. Il suffit qu'un certain nombre de personnes pensent appartenir à un groupe
pense qu'il existe un autre groupe pour que se mettent automatiquement en place des mécanismes de discrimination. Oui, certes, mais maintenant, on est quand même nettement plus éduqué, on connaît ses biais. Il faut être optimiste, on a quand même toutes les raisons de penser que les choses vont plutôt s'arranger. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Alors maintenant que vous connaissez l'existence des biais cognitifs, qu'on en a présenté un et que vous voyez en quoi ils peuvent orienter votre comportement, j'espère que nous pourrons tous apprendre à nous méfier de notre cerveau qui nous induit quand même très souvent en erreur. Je voudrais remercier toutes les personnes qui partagent les vidéos, qui les like, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Je voudrais aussi remercier les collègues qui sont venus me parler des vidéos, me parler de mon travail lors du congrès auquel je me trouvais l'autre jour, le congrès de rééducation neuropsychologique de l'enfant qui avait lieu à Lyon. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous souhaite à tous une excellente année 2017 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.